Je suis très impressionné. Je trouve que voilà, l'Assemblée est importante. Vous êtes très nombreux et je vais essayer de ne pas trop vous décevoir. Donc, effectivement, je voudrais vous présenter cet ouvrage et peut-être le resituer d'abord avant d'en donner l'économie générale, donc dans le temps qu'on a prévu. Et donc dans un premier temps, je voudrais rappeler l'intention générale. Je vous donne la structure un peu de mon exposé. L'intention générale de cet ouvrage, qu'est-ce qui m'a conduit à avoir envie effectivement de l'écrire. Dire dans un deuxième temps en quoi cet ouvrage s'inscrit dans une trajectoire je dirais, complexe, notamment pour ce qui concerne mes rapports au droit. Je suis plutôt, ma dominante, c'est la sociologie et la science politique, mais je dirais que toute la réflexion que je développe depuis un certain nombre d'années, notamment dans cet ouvrage, est une réflexion qui est aux frontières du droit, de la sociologie et de la science politique. Et j'expliquerai un peu comment tout ça s'est construit progressivement, effectivement, dans une histoire. Et puis, bien entendu, dans un troisième temps, j'aborderai l'économie générale de l'ouvrage et les trois parties qui le structurent. Premier temps, donc, l'intention générale de l'ouvrage. L'intention générale, c'est de démontrer que le droit et ses transformations, que le droit est un exceptionnel, donc révélateur, des mutations des sociétés contemporaines. Des transformations des régimes, des modes de régulation sociale et politique. Et là, avec beaucoup d'humilité, je me réinscris dans une tradition sociologique, plus largement de sciences sociales, qui est celle des grands fondateurs et qui considéraient que le droit était incontournable comme objet pour comprendre notamment les grandes transformations des sociétés modernes telles qu'elles se sont produites dans le cadre de la révolution industrielle. Et donc, c'est une mise en contexte, en quelque sorte, que je tente du droit et pour, en quelque sorte, révéler ce qu'il nous dit aussi des transformations de nos sociétés. Et la question que je me suis posée, notamment en lisant le très beau livre qui sont des actes d'un colloque organisé par Olivier Jouanjean à Paris, le livre s'appelle Le moment 1900, et je me suis demandé si nous n'étions pas dans un contexte qui est un peu équivalent à celui dont il parle dans cet ouvrage, qui a justifié le colloque qu'il a organisé, c'est-à-dire un contexte dans lequel le moment de 1900, dit-il, c'est où le positivisme juridique traditionnel est mis en crise face aux réalités sociales. Le positivisme juridique traditionnel est mis en crise face aux réalités sociales et d'une certaine façon, voilà, est-ce que nous ne sommes pas dans cette période qui va justifier notamment qu'un sociologue, un de nos pères de la sociologie, Célestin Bouglet, dans Bilan de la sociologie contemporaine, va dire en quelque sorte qu'il s'agit de considérer que le droit reste toujours, pour la sociologie, la voie royale, initiatrice, de telle sorte que la sociologie juridique peut prétendre n'être rien d'autre que la sociologie elle-même. Donc voilà la tradition dans laquelle on se retrouve. Le droit est central dans l'analyse des sociétés. Il est, comme je le disais à l'instant, un objet incontournable. Pour reprendre là une expression ou paraphraser un collègue sociologue qui a participé à ce colloque sur le moment 1900, Bruno Carsanti, il s'agit non seulement de savoir ce que le droit fait du social et du politique, il s'agit non seulement de savoir ce que le droit fait du changement du social et du politique, mais ce qu'il en révèle, ce qu'il révèle du social et du politique.
Et je terminerai ma présentation d'ailleurs en revenant à la question qui se pose, et qui se pose dans cet ouvrage sur le moment de 1900, mais qui se pose actuellement. Est-ce qu'on n'a pas à repenser les relations entre le droit et les sciences sociales, entre les sciences du droit, des sciences du droit peut-être renouvelées, redéfinies, repensées, et les sciences sociales, compte tenu de l'enjeu auquel nous sommes confrontés, celui des mutations actuelles des sociétés contemporaines. Voilà l'intention générale de l'ouvrage. Comme je le disais, cet ouvrage s'inscrit dans une trajectoire de recherche sur le droit, donc, puisque mes contacts en tant que chercheur avec le droit ont commencé avec une collaboration auprès de Jean Carbonnier, donc il n'est pas nécessaire de le présenter, donc une grande figure du droit français. On a dit que c'était le Portalis du XXe siècle. Et par un hasard, parce que j'étais moi-même au CNRS, donc, et donc j'ai été sollicité pour contribuer à la réforme, ou plutôt à la mise en place d'une activité de recherche au ministère français de la Justice. Et je me suis trouvé à devenir le collaborateur de Jean Carbonnier, qui lui-même était sollicité par le ministère de la Justice pour entreprendre le grand mouvement de réforme du Code civil français, et notamment tout le domaine du droit des personnes, du droit de la famille. Et là, en quelque sorte, j'étais dans une fonction un peu d'expert, d'ingénieur social, au service de ce que Jean Carbonnier appelait la sociologie législative. Comment utiliser les sciences sociales pour, en quelque sorte, préparer scientifiquement, entre guillemets, les réformes législatives nécessaires compte tenu des transformations de la société française. Et donc, voilà comment je suis arrivé au droit, et dans un contexte que je vais vite rappeler, dans un contexte très, très difficile pour la recherche sur le droit, puisque la recherche sur le droit et les collaborations entre juristes et sciences sociales ont été souvent faits de disqualifications réciproques, d'anathèmes les uns sur les autres. Rejet de la sociologie dans la période où j'ai commencé à m'intéresser au droit, rejet de la sociologie sous l'influence marxiste, parce que voilà, le droit est a priori disqualifié, donc il est disqualifié aussi comme objet de recherche. Ignorance du droit par la science politique, mais je parle sous le contrôle d'éminents collègues et amis, parce que tout le problème de la science politique était de s'autonomiser par rapport aux facultés de droit, et donc de s'organiser contre, je dirais, les facultés de droit. Et ce qui est très intéressant dans la pensée de sciences politiques, c'est de voir que cette raison institutionnelle va être transfigurée en une argumentation épistémologique. Le droit est sans intérêt pour la science politique parce qu'il ne parle que des juristes, de ceux qui le font. Et il ne parle pas du politique. Je fais très vite, mais enfin, dire, on a eu cette période d'ignorance voulue, assumée. Et de telle sorte qu'on va avoir une des grandes figures de la sociologie américaine, Talcott Parsons, qui dans les années 60-70 va dire, il va s'étonner de l'espèce de mystère, de la négligence dont ont fait preuve, je cite, les sciences sociales, et particulièrement la sociologie, à l'égard du droit et des systèmes juridiques, après le brillant départ opéré par Durkheim et par Weber. Donc voilà, mon entrée dans le droit, si je puis dire, du point de vue de la recherche, est née dans ce contexte. Et elle est née dans ce contexte, et elle a pour genèse, en quelque sorte, un paradoxe. Je suis engagé dans une fonction un peu, je le disais tout à l'heure, d'ingénieur social au service du grand législateur juridique qui était Jean Carbonnier, donc avec une vision assez technique, je dirais, de la fonction du chercheur de sciences sociales. En même temps, je me trouve de façon extraordinaire dans une position d'observateur participant du processus de production de la loi. Enfin, j'assiste
non seulement j'entreprends des travaux préparatoires, enquête d'opinion, enquête auprès de justiciables, sociologie comparée du droit, etc. Mais je suis dans une position où je vois comment se rédigent les textes, comment se négocient les dispositions prévues dans les textes de loi. Et donc je retrouve là, en quelque sorte, ce qui avait justifié ma formation auprès de Pierre Bourdieu, Raymond Aron ou Georges Gurvitch, c'est-à-dire effectivement les processus que j'observe sont des processus qui sont extraordinairement intéressants du point de vue sociologique. Et donc je crois que cela justifie ce qui va être à la genèse de mon positionnement, c'est-à-dire de travailler sur le droit, le matériau juridique, mais avec constamment le souci de mettre le droit en contexte et de faire de cette approche du droit, de tenter d'en faire ce qu'un collègue québécois, Pierre Neureau, qui est une des figures de la sociologie du droit au niveau international, appelle une théorie du monde social. Comment cette approche du droit peut contribuer à construire une théorie du monde social et ce que je disais au départ, donc une théorie des régimes de régulation sociale et politique des sociétés. Voilà, je dirais, si je reprends le titre qui m'a été, c'est pas mon titre que j'ai choisi, c'est l'éditeur qui a choisi le titre. J'étais un peu inquiet parce que je le trouvais un peu interpellant et peut-être trop violemment interpellant, notamment auprès des collègues des facultés de droit. Mais à quoi nous sert le droit? Il y a aussi cet aspect-là. Le droit nous sert, il est un fantastique instrument de connaissance des transformations des sociétés. Il révèle ces transformations sociales et politiques des sociétés. J'en viens à, intention générale, comment ça s'inscrit dans une trajectoire. Troisième point, c'est quelle est l'économie générale de l'ouvrage et quel est ce contenu. Alors, il n'est pas possible dans les le temps que je peux consacrer à cette présentation de tout rapporter du contenu de l'ouvrage, mais néanmoins, je vais essayer d'en donner les grands traits. Il y a trois parties dans cet ouvrage. Une première partie qui est, une volonté de ce qu'on appelle en sciences sociales de rupture épistémologique. Comment se mettre à distance de la vision interne du droit. Comment se mettre à distance de la vision interne du droit et comment se mettre à distance de ce que j'appelle les représentations juridistes, c'est-à-dire qui sont internes à l'univers juridique et qui sont des représentations dominantes. Donc cette première phase, elle va me conduire à notamment à d'abord rappeler ce que je considère, dont on peut discuter, mais que je considère comme cette représentation dominante, c'est-à-dire c'est l'idée d'un droit avec un D majuscule qui est porteur d'une raison, avec un R majuscule, d'une raison qui est une raison au service de la société. Donc on est dans une représentation d'un droit qui est, comme le disait Kantorowicz dans Les deux corps du roi, qui est né d'une alchimie théologico-politique. Et cette représentation du droit, elle est en quelque sorte en osmose avec une conception top-down, donc descendante de la régulation politique. Elle est en osmose avec, bien sûr, des représentations des espaces de mise en œuvre du droit. C'est la représentation de la justice avec un J majuscule gardienne de la méta-raison de la société et que rien ne symbolise mieux que le palais de justice, entre guillemets. Elle est en osmose avec une conception des savoirs, aussi cette représentation descendante, de top-down, des savoirs. Et il est intéressant de voir que pendant toute une période, notamment en France, la sociologie du droit va se réduire à être une sociologie du droit de l'État. Elle travaille sur ce que j'ai fait avec Jean Carbonnier, sur ce que, au sommet de la pyramide, le législateur politique, accompagné par le législateur juridique, produisent donc
comment ils produisent le droit au service de la société. Il est intéressant, et j'aurai peut-être pas l'occasion de beaucoup développer, mais je l'évoque longuement dans l'ouvrage, intéressant de voir que cette représentation du droit, comme du droit avec le D majuscule, inspiré d'une raison, avec un R majuscule, on va trouver un écho dans des grands auteurs comme Pierre Bourdieu et Michel Foucault, qui vont, en quelque sorte, en activant le paradigme de la domination, vont considérer que le droit naît, ils ne le considèrent que comme instrument de la domination. Hein, comme effectivement ce droit qui est porteur d'une raison, mais dont ils dénoncent effectivement qu'elle est située en quelque sorte politiquement, pour dire les choses rapidement. Et cette conception qui fait écho à cette représentation dominante du droit ne laisse pas de place, et c'est très important, à l'idée de résistance, le droit comme aussi instrument de résistance. Et c'est cette conception du droit aussi comme instrument de résistance, c'est ce que j'analyse dans ce que j'appelle la deuxième face de ce modèle de l'égalité duale que je tente de présenter, de définir dans l'ouvrage, c'est-à-dire une autre représentation du droit qui est présente dans l'histoire de la pensée juridique et qui, en quelque sorte, prend en compte un droit immergé dans la société, connecté à la société, qui est constitutif de la société, du fonctionnement social. Alors, on a, je ne vais pas retracer très vite, même très vite, toute la présence de cette tradition dans la pensée juridique, mais l'école du droit vivant, qui définit comme le droit au quotidien tel qu'il émerge non seulement dans les documents reconnus officiellement d'une société comme juridique, mais encore de l'observation directe de la pratique qui a lieu en marge, voire contre le droit institutionnalisé. Donc, école du droit vivant, école historique du droit, et donc qui s'oppose en quelque sorte à la mythification du législateur, là aussi avec un L majuscule, à la glorification du formalisme juridique, et met en avant donc cette école historique du droit, un droit du peuple porté par la coutume, un droit d'en bas qui s'oppose donc au droit de l'État. Et on est là, on va retrouver cette conception, cette tradition de la pensée juridique dans des courants contemporains de sciences sociales qui vont travailler sur le droit, notamment des courants anglo-saxons, et je pense en particulier à la thèse à la théorie d'Alan Hunt et d'autres auteurs comme Sally Engel-Mary, qui parlent d'une constitutive theory of law, d'une théorie constitutive du droit, c'est-à-dire on considère que le droit est partie prenante de la réalité sociale et non en surplomb de la réalité sociale. Et on va avoir un courant tout à fait contemporain qui s'inscrit dans cette perspective-là, qui est le legal consciousness, et qui considère que le droit ne doit plus être considéré comme une sphère autonome. Les relations entre droit et société inscrites dans une relation causale, mais que le droit est bien constitutif de la réalité sociale. Donc c'est tout le courant qui est porté notamment par deux auteurs de figures américaines, Patricia Hewitt et Susan Silbey, et donc qui vont se pencher sur un droit qui est partie prenante de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, le droit dans une relation d'interpénétration donc avec les processus sociaux. On est là dans une conception qui est présente aussi chez des auteurs européens, bien sûr Georges Gurvitch, qui va parler d'un droit social, non pas au sens du droit de la protection sociale, mais précisément d'un droit produit, activé par la société elle-même, ou encore un auteur, une des figures allemandes de la sociologie, Ferdinand Tönnies, qui lui aussi va se pencher sur cette conception du droit. Donc pour aller très vite, ce que je souligne là, c'est une représentation duale, et donc ce que j'appelle un modèle de l'égalité duale qu'il convient de considérer simultanément, à la fois ce droit comme raison,
avec un D majuscule, avec un R majuscule, et ce droit donc dans la société, constitutif de la société elle-même. Cette première expérience de mise à distance, de repositionnement sur le droit, je la poursuis dans cette partie en travaillant sur les professionnels du droit eux-mêmes. Et là, en quelque sorte, je considère, et cela vous intéressera et pourra faire l'objet éventuellement de considérer que les professionnels du droit sont des acteurs sociaux. Ils sont des acteurs sociaux. Ils ne sont pas simplement ceux qui disent le droit et qui le pratiquent, et donc ce qui importe, c'est regarder de quel droit ils pratiquent, quel droit ils font, mais ce qu'ils sont dans la façon dont ils pratiquent le droit. Quelles sont, en quelque sorte, les contraintes sociales, économiques, politiques, culturelles qui influent sur les pratiques des professionnels du droit, les traditions juridiques, ce que j'aborde dans l'ouvrage, les changements de temporalité dans la vie du droit, les pressions sociales qui s'imposent dans l'exercice de la pratique du droit, les pressions politiques, les pressions économiques, notamment dans le cadre de la globalisation, et donc, ou encore des pressions que j'appelle culturelles ou macro-culturelles. Et là, je rejoins des analyses qui sont faites en sociologie des professions et qui disent, en gros, la pratique des professionnels du droit est aussi influencée par la crise qui touche les professionnels en général et dans le cadre d'un mouvement historique de développement de la contestation des autorités et du déclin des institutions. Donc là, les professionnels du droit seront aussi inscrits dans cette remise en cause, en quelque sorte, de leur statut, de la fragilisation de leur statut à l'égard par rapport aux citoyens. Des contraintes, donc, que j'analyse plus longuement que je viens de le faire, et puis des stratégies, et des stratégies qui vont s'observer dans le travail d'appropriation, de réinterprétation qu'effectuent les juristes, notamment dans le travail de la doctrine, ou des stratégies qu'ils développent dans le cadre, ça a été remarquablement étudié au niveau international, dans le cadre de contextes politiques extrêmement difficiles, des contextes de dictature, des contextes, celui de la Seconde Guerre mondiale et donc de l'influence des nazis, qui vont conduire des juristes à avoir des véritables stratégies d'usage subtil du droit pour résister précisément à la pression politique qui naît d'un contexte extrêmement difficile. Voilà en quelque sorte comment j'ai travaillé ce repositionnement de la recherche sur le droit à partir à la fois d'une analyse de ce que j'appelle les représentations et d'une analyse des professionnels du droit que j'établis en quelque sorte comme acteurs sociaux et donc portés aussi ou déterminés, contraints par des facteurs sociaux et politiques. La deuxième partie de l'ouvrage est en quelque sorte l'essai de ce que j'ai appelé tout à l'heure la mise en contexte du droit. Je travaille sur ces contextes, ces mutations des sociétés qui influent sur le droit et dont le droit rencontre comme en miroir dans la façon dont il est formulé et dans la façon dont il est pratiqué. J'ai choisi deux entrées pour travailler, pour faire fonctionner cette mise en contexte. C'est une entrée par l'espace et une entrée par le temps. Une entrée par l'espace, une entrée par le temps. L'entrée par l'espace consiste très simplement à considérer que nous sommes dans une période historique, vous le savez, de bouleversement des territoires. De bouleversement des territoires de juridiction du droit, pour dire les choses rapidement. Et là, on peut se référer à un grand auteur, une des grandes figures de la sociologie du droit au niveau international, Boaventura de Sousa Santos, qui dit « Nous sommes dans une période historique d'existence de trois espaces juridiques.
une légalité légale, une légalité mondiale, les deux relativisant le pouvoir, l'influence de la légalité nationale. Et donc cette modification, cette transformation, cette révolution des territoires va bien sûr remettre en cause la conception que Weber avait de rapporter le droit au territoire national, au territoire donc de juridiction, je dirais, de l'État. Nous sommes dans une période, pour reprendre une expression de Saskia Sassen, donc une des grandes figures de la pensée sur la globalisation, nous sommes dans une période historique de dénationalisation, dans la mesure où elle implique donc la dénationalisation, dit-elle, des formes spécifiques de l'autorité de l'État, due à l'implantation partielle, dit-elle encore, des processus globaux dans les hiérarchies institutionnelles nationales. Donc, ce bouleversement des territoires va avoir beaucoup d'effets. Il a des effets intéressants pour nous du point de vue de la connaissance, et je pense notamment à l'ouvrage co-dirigé par un des éminents collègues de la faculté de droit d'Aix, Jean-Yves Chéreau, qui, avec Benoît Friedman, a écrit un très bel ouvrage sur la science du droit dans la globalisation, et ils considèrent tous les deux que nous sommes dans une période où il y a nécessité d'une révolution culturelle pour la théorie du droit, et qu'il y a une nécessité de repenser la doctrine de la science du droit confrontée à la globalisation. Nous sommes là avec cette influence de la transformation du territoire dans une situation que caractérise Catherine Colliot-Tellen, donc la philosophe, dans son ouvrage Le désenchantement de l'État. Elle dit « Nous sommes dans une période historique où on observe le passage d'un régime de l'égalité légale rationnelle, inspiré de l'idée d'un ordre juridique axiologique, à l'établissement d'une nouvelle légalité fonctionnelle en référence à un régime de construction d'une légitimité au caractère, dit-elle, au caractère aléatoire et contingent. » L'espace, le temps, effectivement, c'est la deuxième entrée que j'ai choisi de privilégier pour travailler, pour mettre en œuvre cette mise en contexte du droit et les transformations générales des sociétés. C'est la question du temps et donc des temporalités qui influent sur le droit. Le temps me paraît avoir une très forte valeur heuristique pour l'analyse du droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte, en quelque sorte, de conjugaison entre l'idée de naturalité du temps et l'idée de naturalité du droit. Et travailler la relation entre le temps et le droit, c'est favoriser l'analyse du droit en termes de construction sociale. Pas de naturalité du temps, le temps est d'une certaine façon une construction sociale, pas de naturalité du droit, le droit est en quelque sorte aussi une construction sociale. Et donc là, on va retrouver dans les représentations du temps, les représentations du droit dont j'ai parlé à l'instant et qui fait l'objet de la première partie de mon ouvrage, c'est-à-dire que la première représentation, la première phase du modèle de l'égalité duale, le droit comme raison, bien sûr, s'associe naturellement, logiquement, avec ce que Fernand Braudel appelle le temps de la longue durée. Le temps de la longue durée est associé donc à cette représentation du droit comme raison, à l'inverse, donc à l'opposé du temps contingent, du temps social immédiat. Ce que cette représentation du droit présente dans l'univers juridiste, ce qu'elle met en avant, c'est le principe de la permanence. Le principe de la permanence et tout ce qui souligne le changement va en quelque sorte apparaître comme une menace par rapport à cette idée de la permanence nécessaire pour préserver
la valeur du droit. Et on va avoir, je dirais, dans la pensée juridique très fréquemment des attaques très virulentes à l'égard des sciences sociales. Pourquoi? Et à l'égard de la sociologie notamment. Pourquoi? Qu'est-ce que font les sciences sociales? Elles ne font que rappeler, souligner que la société change. Et d'une certaine façon, il y a là presque une confrontation culturelle par rapport à une vision juridiste qui est de préserver à tout prix la permanence. Et donc, on va avoir là l'idée que cette permanence, ces temps longs dont parle, ces temps de la longue durée dont parle Braudel, sont menacés par les transformations de la société. On va avoir des temporalités, c'est-à-dire comment les appropriations sociales, culturelles du temps lui-même, des temporalités qui menacent précisément la première phase, qui relativisent, qui affaiblissent la première phase de ce modèle de l'égalité duale dont j'ai parlé. Pourquoi? À la fois parce qu'il y a une temporalité d'essence culturelle qui s'affirme, l'accélération du temps, donc les travaux d'Hartmut Rosa, ce que les historiens François Hartog appellent le présentisme, qui s'impose de plus en plus dans nos sociétés. Affirmation donc d'une temporalité d'essence culturelle qui se transforme, affirmation d'une temporalité imposée par la globalisation dans les opérations économiques. Et là, j'analyse précisément en quoi la globalisation va favoriser une conception aussi dans l'immédiateté du temps, donc imposer des temporalités au droit, et puis influence aussi des temporalités du social qui sont elles-mêmes prises dans cette accélération du temps et qui va là aussi conduire à certains collègues, je pense à Pierre Legendre, à vitupérer contre les sociologues qui mettent en valeur effectivement l'importance de ces temporalités sociales et qui oublient, dit Pierre Legendre, la constitution généalogique des sociétés et qui sont porteurs, ces disciplines sociologiques, cette pensée sociologique, d'une conception managériale de la régulation étatique et donc vecteur, d'une certaine façon, ce sociologisme d'un management généralisé. Donc on est là dans une période historique dont parle le théoricien du droit François Host, belge François Host, où nous passons donc d'un modèle de l'écriture basé sur une temporalité linéaire, orientée et raisonnablement stable, dit-il, historique, à un modèle de traitement de texte supposant une temporalité circulaire, réversible et résolument instable. Et donc, temporalité culturelle, temporalité sociale, temporalité politique, puisque nous serions dans une ère, en quelque sorte, où s'imposerait de plus en plus la conception d'un marketing politique aussi, donc d'une formulation de la politique, d'une activité politique qui est très marquée par des conjonctures et par le souci d'y répondre au plus vite. Donc, voilà, de façon définie très rapidement, comment je prends en compte le temps et les temporalités qui agissent sur le droit et qui modifient en quelque sorte l'équilibre entre la première phase de ce modèle de l'égalité duale, la droit comme raison. Il le relativise, cette conception du droit, au profit d'une deuxième conception d'un droit qui est exposé, en quelque sorte, directement exposé aux transformations sociales, politiques et culturelles des sociétés. Troisième phase j'avais d'autres choses à dire sur les temporalités, mais je vois que le temps avance et je voudrais pouvoir aborder les trois parties de mon ouvrage. Je me pose la question de la nécessité de redéfinir les conditions de production de la légalité. De redéfinir. Il ne suffit plus d'attendre, je dirais, dans une conception transcendante du monde, que le droit nous arrive du sommet de la pyramide, mais peut-être faut-il penser à comment les citoyens
peuvent être, dans le cadre donc en référence à la deuxième phase de mon modèle de l'égalité idéale, les citoyens peuvent être associés, d'une certaine façon, impliqués dans la conception même de la légalité et adhérer, donc restaurer la valeur du droit en étant plus impliqués, plus associés à sa formulation et à sa mise en œuvre. Et là, vous avez des courants de recherche au niveau international, notamment au niveau européen, qui travaillent, je dirais, de façon très expérimentale, ce que pourrait être une plus grande présence des citoyens dans la formulation et dans la mise en œuvre du droit. Et on le voit, il y a des expériences, notamment dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'écologie, sur effectivement cette association des citoyens à la production des normes juridiques. Cela me conduit aussi dans cette troisième et dernière partie à revenir sur ce paradigme de la domination. L'éditeur m'y a beaucoup poussé, je n'osais pas le faire peut-être par manque de courage, en tous les cas aussi par modestie, à revenir sur ce qu'il considérait, cet éditeur, comme les analyses que je faisais notamment sur l'importance prise croissante par la deuxième phase du modèle de l'égalité duale, sur le fait que je remettais d'une certaine façon en cause les paradigmes dominants de la domination des années 60-80 en France, et notamment portés par, comme je l'ai dit au départ, par Pierre Bourdieu et par Michel Foucault, une conception assez unilatérale du droit donc et de l'exercice de la domination et du droit comme instrument de la domination. Et donc restaurer, retrouver, rappeler, souligner le fait qu'il y a des activations de ce que j'ai appelé la deuxième phase du modèle de l'égalité duale par les citoyens qu'il faut prendre en compte. Il y a des modes de résistance, des modes de mobilisation du droit par les citoyens, par les mouvements collectifs, qu'il faut prendre en compte, surtout donc, dans un contexte historique dans lequel la légalité et la légitimité du politique sont en crise. On voit bien comment redéfinir les rapports des citoyens au droit, c'est redéfinir aussi les rapports des citoyens en politique. C'est prendre en compte aussi ce qu'on appelle la crise de la démocratie représentative. Et donc, à travers le paradigme de la domination, je cherche à voir comment, effectivement, on peut rompre avec cette conception unilatérale qu'avait le paradigme de la domination et prendre en compte, donc, des pratiques à l'intérieur des sociétés, des mobilisations à l'intérieur des sociétés qui remettent en cause précisément cette conception unilatérale et conception unilatérale d'un droit qui serait exclusivement l'instrument de la domination. Et je pense notamment à des travaux dans lesquels je suis retourné de Michel de Certeau, dans notamment son ouvrage « L'inventaire du quotidien, l'art de faire », dans lequel Michel de Certeau parle des tactiques des faibles, dit-il, susceptibles de neutraliser ou de détourner les stratégies des puissants. Donc il y a de nombreux travaux de sciences sociales au niveau international vont précisément travailler beaucoup sur ces nouvelles formes de mobilisation du droit. Je pense à un ouvrage de référence de Michael McCann, un collègue américain, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Rights at Work », et dans lequel il travaille sur un mouvement social qui a été très important aux États-Unis, un mouvement qu'on appelle Pay Equity, un mouvement de femmes qui, en quelque sorte, lutte pour la reconnaissance de l'égalité à travail égal, salaire égal. Le fait qu'elles se soient engagées en utilisant le droit comme ressource a fait qu'il y a un processus de conscientisation du droit chez elles, c'est-à-dire que les acteurs sociaux, à partir du moment où ils prennent conscience de l'importance du droit, et d'un droit qui peut être une ressource, en quelque sorte, adhèrent aussi à la valeur du droit, à la valeur de ce que j'appelle la légalité. Dernier point, parce que j'ai été très long, mais je voudrais dire un mot surtout dans cette assemblée, sur le fait que ces bouleversements que j'analyse, ce couple de bouleversements entre les bouleversements du droit et les mutations des sociétés,
la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que nous n'avons pas le devoir de travailler, de repenser les régimes de connaissance, et je reviens là aux réflexions d'Olivier Jean-Jean dans le moment 1900, et notamment de repenser ce que pourraient être les rapports entre une science du droit en partie redéfinie et les sciences sociales. Je crois que là, ce que très naturellement, très logiquement, j'ai fait dans la réflexion que j'ai développée dans cet ouvrage, c'est très souvent recourir à des analyses qui relèvent de la théorie du droit et qui disent des choses, pour moi, d'une très grande pertinence sur précisément ce rapport entre les transformations du droit et les mutations des sociétés. Je n'en citerai que deux, trois exemples pour terminer. C'est penser effectivement ce passage, comme le disent François Heuss et Michel van de Kerkhoff, de la pyramide au réseau, le titre de leur ouvrage, c'est-à-dire passer de la pyramide au réseau, c'est aboutir à un régime où l'État cesse d'être le foyer unique, je cite, de la souveraineté, pour laisser place à une multitude d'instances et d'acteurs porteurs de valeurs et d'intérêts hétérogènes et contradictoires. C'est effectivement s'interroger aussi, disent-ils, sur ce que pourrait être un nouveau régime de l'égalité en même temps qu'un nouvel ordre politique. Il s'agit alors de ne plus postuler une perspective de surplomb, s'installer dans un mirador transcendantal, ne plus prétendre occuper un point de vue privilégié, une position originelle, ni se référer à une loi surplombante, mais chercher, une fois encore, à remonter le rocher de Sisyphe, viser à l'universalité, sans jamais perdre de vue qu'une forme ou l'autre de gravité le rattache, et nous aussi, à un niveau toujours particulier. Donc on est là dans une perspective, pour revenir, où les deux faces du modèle de l'égalité duale dont j'ai parlé ne sont plus simplement en opposition, en tension, et qu'il convient de penser, peut-être conjointement avec la théorie du droit, les sciences du droit et les sciences sociales, penser ce que pourrait être leur hybridation, leur métissage, pour que l'économie de la légalité participe enfin à la réalisation de l'idéal démocratique. Je vous remercie.